Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, les pieds sur le pouf avec Jérôme Blanchet-Gravel. Libre Média fait toute qu'une job, évidemment, pour couvrir les événements Israël-Palestine. Donc, on va aller un peu plus loin avec lui. C'est bien évident. Puis, il y a toutes sortes d'autres sujets qui ont été discutés cette semaine du côté de Libre Média. Ouais, on le sait, Jérôme, la géopolitique, l'international, c'est quelque chose qui, c'est un peu ton dada. Tu as plusieurs sujets que tu affectionnes particulièrement, mais tu sais, on a déjà parlé dans ton passage d'histoire de conquistadors au Mexique, en Amérique du Sud, tout ça. Tu sais, l'international, ben, c'est un sujet, je pense, qui passionne tout le monde. Puis c'est une réflexion que j'avais dans les derniers jours avec les médias sociaux, avec le fait que tout le monde maintenant a un téléphone qui est connecté sur, on reçoit des nouvelles Apple News ou peu importe ce que vous avez comme appareil. Et là, tu sais, en temps réel, on sait un peu tout ce qui se passe partout. Puis j'ai l'impression que ça crée une proximité avec les événements qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire que les gens se sentent concernés ou Ah, plus puis on voit plus de concerné choses aussi, que. là. Ben, c'est ça, on voit plus de choses. Puis, tu sais, avant, pour voir ces affaires-là, il fallait que tu ailles. Fallait que tu sois abonné aux journaux papier ou dans certaines régions, des fois, il y avait un journal, il sortait le dimanche ou le samedi. Pas tous les gens avaient la télé. Tu sais. Donc, l'information circulait, mais très lentement, ce qui faisait que les gens étaient beaucoup plus. J'en parle des fois avec des gens plus âgés, puis ils me disent, tu sais, dans les années 60, dans les années 70, on ne savait rien du monde extérieur. Puis, sais-tu quoi, ça ne nous intéressait pas tant que ça non plus. Alors qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose en Ukraine dans les heures qui suivent. Il y a une couverture qui est déjà, ou même des fois dans les instants, il y a une couverture qui est faite par les médias, tout ça. Et Mais tu ça as aussi une shit tonne de vidéos sur les réseaux sociaux. c'est ça. Maintenant, tous les citoyens peuvent être presque des journalistes citoyens là, à filmer les événements. Fait que ce qui s'est passé le 7 octobre, tu vois, on a l'impression que ça fait longtemps que c'est un sujet au jour le jour. Mais là, on est le 12. Le 7 octobre, dans la journée même, on voyait circuler les horreurs là, sur les réseaux sociaux des. Mais qui ont été tournés quand même en grande majorité par les tueurs eux-mêmes, hein, et non nécessairement par les victimes. Ce qui rajoute à la barbarie de la chose. Là. Moi, personnellement, C'est prévu, c'est ça. C'est ça. Puis je sais que tu as qualifié ces actes-là de. J'aimais ta formule, tu disais on est au 7e siècle. C'est-à-dire Au qu'on 7e est. siècle, évidemment, en référence avec la fondation de l'islam au 7e siècle. Oui, absolument. Les gens l'ont bien saisi. Mais effectivement, la réaction de part et d'autre a été très intéressante. Et on a l'impression aujourd'hui, des fois, qu'il y a des gens qui se sentent micro-agressés par l'actualité internationale. Donc, ça nourrit aussi une espèce de. Non, mais à gauche et à droite, ouais. Une sorte de réaction de refus, c'est-à-dire, moi, je veux vivre dans ma bulle. Là, il y a un événement qui survient, comme un attentat comme on a vu samedi. Et il y a des gens qui ont le réflexe de comme se prémunir face à ça, de dire non, ça ne me concerne pas. Ces images-là sont trop fortes pour moi. Donc, il y a comme une espèce, c'est ça, Ce qui est très humain comme mécanisme de défense, on va le dire aussi. Là. Oui, Ouais. mais qui n'est pas à la hauteur, par contre, de la situation. C'est-à-dire, c'est pas vous qui êtes massacrés. Là. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre acte d'une transformation, d'un développement du système qui concerne une région X, le système international en général. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu égoïste là-dedans. C'est-à-dire, si vous, Oui. c'est pas vous qui vous faites tirer dessus, c'est pas vous qui êtes violé, c'est pas vous qui êtes traîné sur une charrette comme au 7e siècle dans un style razzia. Donc, on vous demande seulement de prendre acte de ce qui s'est passé. Donc, je trouve qu'à droite et à gauche, c'est un réflexe qui ne m'apparaît pas, disons, très, très moral dans le contexte, surtout dans le contexte, avec la gravité. Surtout, Jérôme, que c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs à un auditeur qui est très gentil par ailleurs, qui nous avait écrit, il disait, tu sais, ça se passe à l'autre bout du monde, un peu ce que tu viens de dire. Puis moi, je disais, ben, je suis pas d'accord que ça ne nous concerne pas. Regarde ce qui s'est passé dans les rues de Montréal, dans les rues de Toronto, de Mississauga, à Vancouver, à Sydney. Il y a des gens qui étaient dans la rue pour célébrer. Là.
Puis ils trouvaient ça très drôle. Quand c'est dans ta ville, dans ton propre pays, dans ta propre province, ça commence à te concerner. De savoir qu'il y a des gens que tu côtoies qui, eux, voient les mêmes vidéos que toi, tu as vues qui te sèment l'horreur. Eux, ça leur sème dans la tête l'envie de sortir dehors pour célébrer. Là. Moi, je trouve que ça me concerne. Je ne sais pas là, ce que vous en pensez, là, mais moi, personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles ça me concerne. Là. Bien, ça ne peut que nous concerner. D'abord, pour des raisons historiques. Évidemment, Israël, c'est une terre sainte pour trois monothéismes, c'est-à-dire bon, le judaïsme, le christianisme qui est issu du judaïsme. N'oublions pas que Jésus est juif. Donc, le christianisme, c'est que l'universalisation du christianisme. C'est juste d'étendre le judaïsme aux non-juifs. C'est ça le christianisme. Donc, il n'y a rien de plus juif que le christianisme. Là. On est tous un peu juifs d'une certaine façon. Et le troisième monothéisme, c'est l'islam, pour qui Jérusalem et les alentours sont aussi des territoires sacrés. Donc, on est encore dans l'esprit des croisades, là, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a l'aspect civilisationnel. Israël ne peut que nous concerner de cette façon-là, de par notre héritage chrétien religieux, qui n'est pas mineur là, comme empreinte culturelle, etc. Ensuite, il y a tout l'aspect de l'immigration. Donc, on s'est aperçu qu'on avait importé, en fait, le conflit israélo-arabe dans les pays occidentaux grâce à l'immigration. C'est ce qu'on voit en France. Donc, dans les cours d'école en France, actuellement, on rejoue le conflit israélo-arabe à peu près chaque jour depuis 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire des jeunes Arabes qui vont... je pense en espagnol, là, qui vont, je sais pas... intimider. Se chamailler avec des jeunes juifs qui vont se chamailler avec des jeunes arabes en France dans les cours d'école. Donc, il y a tout le phénomène de migration qui fait qu'on est concerné. Puis, pour moi, c'est ça, il y a une incapacité à se projeter. Là. Moi je ne suis pas étranger à ça. C'est-à-dire que ça en Israël, c'est des Occidentaux. Finalement, c'est les mêmes personnes ça peut être le Festival d'été de Québec. C'est-à-dire votre fille peut aller au Festival d'été. Évidemment, ça n'arrivera pas ici. Là. Et que ça commence à se faire tirer dessus au Corée du Haut-Ville par un groupe terroriste. Là. C'est ce qui s'est passé en Israël. Vous pouvez bien dire que c'est un territoire qui est occupé. Écoutez, on est sur un territoire non cédé ici. Là. C'est parce qu'on ne peut pas tout justifier au nom de la colonisation, au nom d'un territoire qui aurait été volé. Les Européens ont volé un continent complet aux Amérindiens. L'Amérique, on pourrait avoir fait un plus gros vol que ça. Soyons francs. Ça ne veut pas dire qu'on est légitime ici. Il faut retourner en France, en Irlande, en Écosse, en Angleterre. Ça ne veut pas dire que les gens à Wendake sont légitimés de lancer des roquettes sur Québec. Là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est complètement délirant là, comme vision du monde. Là. Donc, on va-tu excuser la violence s'il y avait un groupe terroriste autochtone au Canada? Je ne dis pas que ça existe. Ça a-tu déjà existé? Bon, on sait, Knesset Hockey, tout ça, là. Chris Doka aussi, mais... c'est bon que tu fasses ce petit lien-là, parce qu'on a l'impression que ça ne peut pas arriver, ces affaires-là, ici. Mais des conflits armés avec un peuple, on a vécu ça au Québec, là. Mais on l'entendait un peu, ce discours-là. Je vous rappelle que ce qui a mis fin à cet événement-là, c'est la FLQ. C'est ça. Mais ce qui a mis fin à l'événement dont je vais parler, c'est la pandémie. Rappelez-vous ça. Mais il y avait une crise juste avant la pandémie. Il y a eu une crise majeure au Canada parce que des trains étaient bloqués par des gens de communautés autochtones qui étaient couchés en avant des chemins de fer puis qui empêchaient les trains du CN d'amener C'était en train de créer un problème tel que des cultivateurs qui attendaient ces trains-là pour avoir des approvisionnements en propane, pour chauffer leurs poulaillers, leurs étables et tout ça, ben, il est en train de penser à abattre les animaux pour pas qu'ils meurent de froid. Ça, c'est ce qui est arrivé. Puis la COVID a mis fin à ça parce que bon, il y a eu le confinement, on a tassé ces gens-là finalement un peu par la force. Mais je me rappelle que quand c'est arrivé, il y avait des gens, surtout tendance très gauche, qui disaient il faut comprendre les terres non cédées, les réserves, tout ça. Ils étaient dans une logique de justification. C'est un peu là-dessus que je voulais m'en aller aujourd'hui, c'est un peu la justification décoloniale tout le temps de la chose, c'est-à-dire que les Blancs arrivent quelque part, ils volent les trucs, ce sont les méchants de l'histoire, et donc les gens qui se sont fait, entre guillemets, déposséder
de ce que leurs ancêtres avaient sont justifiés de faire ce qu'ils font et toutes les actions doivent être interprétées à l'aube de ce prisme-là. Et la violence n'est pas de la violence, mais c'est de la résistance. Le vandalisme n'est pas du vandalisme, c'est de la protestation. Un terroriste n'est pas un terroriste, c'est un combattant. Exactement. Puis on a entendu des phrases ahurissantes. Là. Il y a un intervenant à Radio-Canada, ça a été fait jouer hier dans l'émission de Moret, où l'intervenant qui était à Radio-Canada disait que les combattants du Hamas, c'est des gens courageux qui combattent pour la liberté. Là, François Lépine, oui. Mais la liberté de quoi? Là, on peut pousser l'exemple plus loin. Après, on pourra parler des détails. Gaza est un ghetto, 2 millions de personnes, densité urbaine très forte. Évidemment, un contexte extrêmement tendu depuis les années 60, mais même avant. Là, en fait, on sait que cette histoire-là part même dans l'Antiquité, en destruction du Second Temple de Jérusalem. Donc, c'est extrêmement chargé, toute l'histoire de la région. Mais mettons, on se déplace aux États-Unis. Tous les territoires que les États-Unis ont volés au Mexique, est-ce que des gens, est-ce qu'on pourrait légitimer un terrorisme mexicain qui veut reprendre le Nouveau-Mexique? Je ne sais pas si vous comprenez, là. Puis c'est vrai qu'il y a une reconquista du territoire mexicain du sud des États-Unis par des gens d'origine mexicaine. Ils vivaient là. C'est-à-dire les États-Unis ont pris la moitié du territoire mexicain. Là. Ils sont rentrés dans Mexico, ils ont occupé Mexico. Donc, il y a toutes sortes de formes d'occupation qu'on pourrait dire dans l'histoire. Je ne légitime pas l'occupation d'aucun territoire, mais on ne peut pas légitimer ce genre de massacre extrêmement moyenâgeux sur la base d'arguments qui relèvent du décolonialisme. On a une stabilité en Occident et en Amérique du Nord qui est rendue confortable certainement, mais en même temps, on a de la difficulté à se rendre compte que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a cette stabilité-là non plus. Il y a toutes sortes de territoires qui ont changé de main au fil du temps. Tout ça, c'est juste qu'on est habitué, la plupart des gens de notre âge, de ne pas avoir vu de territoire nord-américain changer de main. C'est pas mal un peu fini. C'est pas si loin, la guerre américano-mexicaine, si on parle, je pense que c'est 1835, là. Si on parle du 19e siècle. Enfin, je ne veux pas extrapoler des exemples un peu exotiques pour peut-être les auditeurs. Mais je peux comprendre le Texas, tout ça, la conquête de l'Ouest. Les colons américains arrivent, ont exproprié des communautés autochtones. Est-ce que les communautés autochtones pourraient aller commettre des attentats puis tirer 260 personnes dans un théâtre de Los Angeles? Non, mais soyons sérieux, là. Ou des gens qui vivent en Nouvelle-Orléans, ceux qu'on appelle là-bas les Cadiens, là, qui sont des descendants de gens qui ont été déportés pour aller là-bas, puis tout ça. Est-ce que ces gens-là peuvent commencer à se révolter contre d'autres Américains en disant vous nous avez assimilés, colonisés, j'ai perdu ma langue, la langue de mes Antilles. Je veux dire, il n'y a aucune fin à ça. Puis d'autant plus que le contre-argument reste qu'ils vont dire que ouais, mais attends un peu, les Amérindiens, on les a pas tous enclavés en dedans d'un mur. Éventuellement. Ce que les gens ont de la difficulté à comprendre aussi, c'est ce phénomène-là. La bande de Gaza qui est sous contrôle du Hamas, qui représente un danger de sécurité pour Israël très important. Je pense s'il n'y avait pas de mur, on peut penser que ça ne se passerait pas très bien. C'est parce que je ne sais pas si vous comprenez soyons francs, la cohabitation n'est pas vraiment possible dans le sens où, dans la mesure où vous avez des gens qui explicitement disent qu'ils vont tuer les Juifs. Ah, ils sont radicalisés. C'est effectivement moi, je veux bien qu'on soit pro-Palestine dans le cadre des gens qu'ils sont, là, puis libérer la Palestine, OK, puis tout ça. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire derrière cette affaire-là? Vous voulez dire que les territoires qu'ils occupent actuellement, qu'ils en soient maîtres chez nous, comme on dit, là, et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Le deuxième état, mais... je veux bien qu'on parle de ça, mais la réalité, c'est que les leaders palestiniens, notamment même Yasser Arafat, dans le début des années 2000, il y avait des pourparlers. Il y a eu toutes sortes de trucs au fil du temps pour la reconnaissance de cet État-là, mais pour ne pas déplaire à certains fondamentalistes qui tournent autour du pouvoir, notamment ceux qu'on retrouve au Hamas aujourd'hui, ces ententes-là ont toujours été refusées parce que ce qu'ils veulent, la plupart des gens qui sont là-dedans, dans cette mouvance-là, c'est pas avoir les territoires qu'ils ont, c'est ce qu'ils veulent, c'est détruire l'État d'Israël puis foutre les Juifs dehors. C'est ça la réalité. À un moment donné, je veux bien qu'on fasse toutes les nuances qu'on veut, là,
Puis, tu sais, qu'on mette le faux, tu sais, oui, Israël, il utilise des méthodes assez rudes. Oui, ils épargnent pas toujours les civils comme ils devraient le faire. Tout le monde est au courant de ça. Mais, tu sais, c'est comme s'il n'y a aucune capacité d'introspection de la part des gens qui sont dans la mouvance, Ouais, mais là, Frank, Hamas, tout ça. je vais aller plus loin, Frank. Tu vis à un endroit où est-ce que ton eau, ton électricité, ta nourriture est contrôlée par ton ennemi. Tu commets un acte de guerre contre lui. Un acte terroriste contre lui. Volontairement, le planifié. Là. Je veux dire, tu viens d'envoyer ta population en sacrifice, carrément. Ouais, mais ils se servent de ça. Ils se servent de ça pour attirer la pitié internationale et ça marche. Ça marche. Regardez le discours de gens comme Ruba Gazal de QS ou de gens qui sont proches du NPD ou l'ex-femme en fait, la conjointe d'Amir Kadir. Et ces gens-là, la première affaire qu'ils font, c'est regarder, c'est inhumain. Mais ils ne se posent jamais la question de savoir l'aide humanitaire internationale qui est envoyée, puis l'argent qui est envoyé, comme est envoyé à Haïti, dans la bande de Gaza. Comment se fait-il que cet argent-là est utilisé pour acheter des roquettes et des fusils, mais pas pour créer un réseau d'aqueduc ou un système d'eau potable? T'sais, à un moment donné, ça fait 18 ans que le Hamas est au pouvoir en Palestine. Là. Je ne sais pas, là, dans la bande de Gaza, c'est normalement en 18 ans, tu devrais être capable de gérer ton eau, gérer quelques affaires. Mais c'est toujours de la faute de l'autre et toutes ces affaires-là sont pour eux des justifications pour attaquer. Et on les voyait hier, il y avait des gens qui commentaient ça. Ouais, mais ils ont coupé l'eau, puis c'est inhumain. Mais vous n'êtes pas posé la question de savoir pourquoi ces gens-là ne sont pas capables de gérer leur propre eau potable, sont capables de creuser des tunnels pour sortir en passant dessous du mur puis aller liquider des citoyens, mais ne sont pas capables de creuser pour mettre des tuyaux pour faire un réseau d'aqueduc. L'islamisme est un frein au développement économique. Là. Ben, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, l'Égypte, pourquoi l'Égypte bloque d'abord sa frontière aux évacués? C'est-à-dire, si vous êtes solidaire entre co-religionnaires, ça serait bien quand même de faire un effort. Pourquoi les pays riches arabes n'accueillent pas un certain nombre de Gazaouis? C'est-à-dire, si vous êtes solidaire de vos co-religionnaires, ceux avec qui vous partagez la même foi, pourquoi vous n'accueillez pas ces gens-là? Pourquoi c'est toujours l'Occident qui se ramasse avec tous les réfugiés de la planète? Et l'Arabie Saoudite, un pays extrêmement riche, qui a des esclaves, qui sont des musulmans, qui viennent... La solidarité musulmane, on aimerait ça la voir aussi concrètement, honnêtement. Là. Donc, c'est bien beau, tous les pays arabes font l'unité. D'abord, ils ont besoin d'Israël. Hein. La seule chose qui fait l'unité du monde arabe, c'est Israël. Je veux dire, un ennemi commun fait en sorte que les gens ont des intérêts communs. Ils en ont plus que besoin. Sinon, ils ne s'entendent pas entre eux. On sait, les chiites, les sunnites, il y a eu des normalisations. L'Arabie Saoudite a normalisé ses relations avec l'Iran, c'est une sorte de miracle. Mais bref, écoute, il n'y a pas de solution non plus. Le drame de ce conflit-là, c'est que c'est un conflit qui est insoluble. C'est-à-dire que d'abord, c'est un conflit, une guerre de religion, comme on en a vu beaucoup dans l'histoire. De part et d'autre, c'est-à-dire les Juifs sont très arrêtés sur leur position aussi, les Israéliens, c'est-à-dire on a un État qui a été créé sur une mythologie biblique. Là. Je ne sais pas si vous comprenez, on a recréé un État qui était fondé sur des textes dans la Bible qui établissaient des territoires. Donc déjà, c'est sûr, c'est un projet qui est quand même assez original, c'est le moins qu'on puisse dire. Créer un État qui est théologique. Là. C'est un État qui est né dans la Bible et qu'on a reconstitué après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, pour réparer un peu le génocide juif. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de l'extermination des Juifs à la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait jamais eu Israël. C'est ça qui a fait Israël. Donc, c'était comme c'était comme la réparation que le monde entier offrait à la communauté juive. C'est de dire, écoutez, bon, vous vous faites exterminer dans tous les pays du monde. Peut-être que ce serait bien que vous ayez votre propre pays. On n'est toujours pas d'accord avec ça en 2023. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Après, les gens oublient aussi. Logiques, ils sont plus forts que leur adversaire.
Les gens oublient, j'en parlais avec Yann en privé hier, c'est ça, tu fais bien de rappeler cette histoire-là, au lendemain de ce qu'on découvre en Allemagne, le génocide, tout ça. La réalité, c'est que quand il y a eu quand les Britanniques il y a eu la fin du mandat britannique sur le territoire de la Palestine, puis qu'on a proposé le plan pour la création des 2 États, puis tout ça, là, qui a été refusé d'abord par les leaders des pays arabes autour. Il a failli avoir un 2e génocide. C'est-à-dire que les pays autour ont déclaré la guerre au nouvel État d'Israël, puis ont essayé de l'envahir. Et c'est uniquement grâce à la puissance militaire américaine qui baquait Israël que ce pays-là, qui n'a pas eu en fait un second génocide juif. C'est ça la réalité là, que les gens n'ont pas l'air de comprendre. C'est qu'il y en a eu un dans les années 40, puis en 48, il a failli en avoir un 2e, puis ils se sont réessayés dans les années 60, tout ça. J'essaie de me mettre dans la place de quelqu'un qui était élevé, qui a vu ses parents là-dedans. Tu te dis, bon, mes grands-parents sont morts dans des camps. Moi, je vis dans un pays où à la journée 1 de notre fondation, on s'est fait attaquer. Puis il y a des gens qui voulaient nous détruire parce qu'ils n'acceptaient pas ce projet. Tu sais, je ne sais pas si vous réalisez que ça peut créer une genre je dirais pas de la paranoïa, là, mais presque. C'est-à-dire que vous devez constamment être en position de vous dire tout le monde qui est autour de moi veut m'éliminer. Et ça crée des réactions. Et ça, je pense, ça pousse à avoir des réactions. Des fois que nous autres, quand tu es extérieur à ça, ça peut paraître un peu. On a vu la déclaration d'un des ministres israéliens qui a dit les animaux vont mourir, ou je ne sais pas trop. Là. Pour nous, on voit ça et on se dit, mais OK, mais ils sont un peu timbrés, quoi. Mais finalement, mettez-vous dans le contexte. Là. Je veux dire, nous, on a des gens ici qui, en toute quiétude, en toute paix, dans une province où il n'y a pratiquement pas de criminalité, où tu peux vivre ta vie comme tu es homosexuel, bisexuel, tout ce que vous voulez, les gens se promènent à Montréal et ils sont en mental breakdown pendant des semaines parce qu'ils se sont fait dire bonjour aïe dans un magasin. Ils sont prêts à repartir un débat sur le référendum ou je sais trop quoi. Imaginez-vous si au Québec, ce qui vous attendait, c'est pas juste de vous faire dire bonjour aïe dans un magasin ou de vous faire parler en anglais, c'était que les gens qui sont autour de vous veulent littéralement vous exterminer. Ils l'ont essayé plusieurs fois par le passé. Là. Je ne sais pas si vous imaginez à quoi ressemblerait le nationalisme québécois si c'était pas juste de l'assimilation linguistique qu'on avait vécu au fil du temps, mais que c'était littéralement des volontés de liquidation physique. Là. Essayez de vous imaginer à quoi ressemblerait la mouvance souverainiste québécoise si on avait vécu ce que d'autres gens dans le monde vivent. Là. Ce serait épouvantable. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait, ce que ça aurait pu devenir. Là. Le problème, l'Amérique est paisible. Le problème, c'est que l'argument du génocide est utilisé des deux côtés. C'est-à-dire, évidemment, les Palestiniens vont dire les Juifs visent à faire je dis les Juifs, les Israéliens, là, visent à faire un génocide, à nous exterminer. Les Israéliens vont dire beaucoup de musulmans visent à nous exterminer aussi. C'est sûr que si on regarde globalement la population, il y a 1,6 milliard de musulmans dans le monde pour 14 millions de Juifs. Donc, c'est sûr que s'il y a un groupe qui risque un génocide une seconde fois, on s'entend que ça ne risque pas d'être les musulmans, mais ça n'excuse pas la situation des Gazaouis. Mais cet argument du génocide est vraiment utilisé des deux côtés. Et ces gens-là, de part et d'autre, aussi agissent avec une détermination qui échappe à notre compréhension. C'est-à-dire que nous, comme tu dis, Frank, on vit dans un espèce de safe space au nord de l'Amérique. Même la crise migratoire, on ne s'en même pas touché, même si il y a eu 500 000 personnes à la frontière mexicaine, américaine, c'est-à-dire américano-mexicaine, le mois dernier. Ici, le monde s'en fout. Tantôt, on peut lui une nouvelle, un type en vélo qui se fait arrêter par la police à Montréal. Il porte des écouteurs. C'est son vie dans notre insignifiance. C'est les grands enjeux. Et nous, ici, on interdit les feux d'artifice. C'est dangereux, les feux d'artifice. Parce que le monde se tient avec des roquettes dans la rue. C'est parce que, OK, les feux d'artifice, c'est dangereux pour l'environnement. Non, mais ils ont fait écouter l'environnement, pas sûr, c'est une grande préoccupation à Gaza en ce moment. On a eu des journalistes, n'oubliez pas cet été, qui prenaient en photo leur table d'extérieur sur leur patio et ils prenaient des photos supposément de la suie qui tombait du ciel à cause des arbres et ils nous disaient il y a des odeurs d'apocalypse. Sérieusement, rendez-vous compte du monde absurde dans lequel on vit. Là. On a des journalistes qui nous parlaient de la fin du monde parce qu'il y avait des feux de forêt dans le nord du Québec. Puis tu as des endroits sur Terre où, en fait, ils échangeraient leur véhicule contre n'importe quel feu de forêt. C'est ça la réalité. Là.
Je pense que si tu demandes à peu près à n'importe quel Israélien ou n'importe quel Palestinien du commun là, qui n'a rien demandé à personne et qui se fait chier d'être pris dans un conflit puis de vivre là, je pense qu'eux, ils échangeraient leur vie contre nos feux de forêt. Là. Ben oui, c'est clair, clair. Par contre, dernier jour, j'ai vu un effort qui a été fait des grands médias qui n'est pas si mal. La couverture de la presse, je le reconnais pas trop mal. Celle du Devoir, bon, c'est pas mal. Là. Pour les moyens qu'ils ont, ça commence à ressembler à quelque chose. Il y a un effort qui a été fait cette semaine. Du côté de Québécois, je n'ai pas regardé. Mais oui, c'est ça. Donc, on n'est pas capable de saisir vraiment l'ampleur de tout ça. Et c'est très facile de juger, évidemment, de part et d'autre. De juger que ce soit le camp israélien ou le camp palestinien, ses agissements. Mais c'est ça. Ces deux camps-là obéissent à une logique religieuse. On est aussi dans une tension eschatologique, c'est-à-dire que les Palestiniens, c'est le martyr, évidemment. Les Juifs, bon, les convictions religieuses sont extrêmement fortes aussi. Donc, il ne faut pas oublier ça. Là, on a une lecture beaucoup très, très, très axée sur les éléments de propagande, bon, le soutien technique, les États-Unis, mais attention, là, on est dans l'identité, dans le religieux, dans le sacré. On n'est pas seulement dans « ouais, mais ils ont des outils plus forts, leur marteau est plus gros ». Non, mais c'est et on est sur une terre sainte. Là, ben, le bout du marteau est plus gros. Je pense que le désavantage marketing, puis vous comprenez que c'est pas le bon mot, mais qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ouais. D'Israël, c'est sa puissance militaire, c'est sa richesse, c'est sa liberté. C'est facile d'avoir l'air de l'oppresseur, de l'agresseur, parce que tu es très supérieur au niveau technologique. Ça vient-tu attiser un peu des gens en Occident, justement, leur petit côté anticapitaliste de ce côté-là? De dire, on a tendance à vouloir prendre le côté palestinien dans des cercles huppés universitaires parce que, justement, ça vient nourrir un peu notre discours anticapitaliste. Y a-t-il un peu de ça? À gauche, clairement. Il ne faut pas oublier que la mouvance de gauche, puis je te laisse répondre après, là, mais être anti-sioniste, donc, c'est-à-dire s'opposer à l'existence même d'Israël. Là, parce qu'être anti-sioniste en 1932, ça veut juste dire que tu es contre le fait que l'État soit créé, mais être anti-sioniste en 2023, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend ces gens-là et on les expulse ailleurs, ça veut dire quoi? On fait une déportation de millions de personnes pour les envoyer ailleurs. Mais cette position-là, qui est très répandue dans les universités, dans les départements de sciences sociales, l'antisionisme et la position pro-palestinienne, c'est le logiciel de base en général de n'importe quel anticapitaliste militant. Ça, c'est ça depuis très longtemps. On se rappelez-vous des manifestations qu'il y avait eu pro-Hezbollah dans le temps où il y avait Pierre Falardeau avec Julien Poulain qui avait le drapeau du Hezbollah. Dans ces milieux-là, et tout ce qui tourne autour de QS aussi, rappelez-vous, Amir Kadir. C'est pas la première fois qu'on a ce débat-là. Pourquoi? Parce que c'est pas la première. Là, les actions qui ont été posées ont un peu une ampleur c'est du jamais vu, là, ce qui a été fait là, aux événements. Donc, ça soulève le débat de manière plus intense. Mais on l'a eu en 2018, on l'a eu en 2014, on l'a eu tout le long des années 2000, puis comme ça depuis 1948. Là. Et les camps n'ont pas changé tant que ça depuis ce temps-là, entre guillemets. Là. Quand je dis camp, vous comprenez ce que je veux dire? Là? Au début, le pire, c'est que le sionisme était un projet très à gauche aussi au début. Enfin, tu sais, des kibbutz, c'était un projet d'espèce de socialisme juif. Donc, il ne faut pas penser que les origines d'Israël, de l'État moderne d'Israël, sont entièrement à droite. Tu sais, il y a eu beaucoup de... Disons, le clivage a un peu évolué à ce niveau-là quand même. Puis, pour répondre à Yann, l'anticapitalisme, ben, c'est sûr, hein, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Donc, il y a une vision à gauche qui consiste à dire une espèce de mouvement de convergence, c'est-à-dire les islamistes combattent le système international à l'avantage des États-Unis. Les États-Unis représentent le capitalisme. Les États-Unis supportent Israël. Donc, l'équation est assez simple. Ce sont des espèces d'alliés objectifs. Donc, les islamistes sont contre le système capitaliste, représenté par les États-Unis et par Israël au Moyen-Orient. Donc, ces gens-là peuvent nous aider à combattre c'est Michel Foucault en Iran en 1979, vous comprenez, un des plus grands intellectuels français qui s'enthousiasme pour la révolution iranienne parce qu'il voit une révolte contre le système capitaliste.
C'est Jean-Paul Sartre aussi. Donc, bref, l'islamo-gauchisme, qui est un terme qui fait sourire, mais qui est utilisé quotidiennement dans la presse française. C'est-à-dire, il y a clairement à gauche une complaisance face à l'islamisme et à l'islam en général. Comment ça se passe en France, justement? T'sais, nous autres, on a nos particularités confortables occidentales. Je pense que la mémoire du passé ou de l'histoire est un peu plus forte en Europe. L'immigration a été plus forte également en France de ce côté-là. Comment ça se passe présentement dans les médias français qui sont plus habitués à débattre que nous? Ça doit brasser un peu ces plateaux de télévision ou de ce beaucoup. Oh, oui, c'est beaucoup plus polarisé qu'ici parce qu'il y a beaucoup de Juifs. Il y a beaucoup de Juifs dans les médias en France. Donc, moi, j'en connais beaucoup, là, des Français juifs là, avec qui j'ai collaboré à divers niveaux dans plusieurs revues. Donc, les Juifs sont très intégrés au milieu intellectuel français depuis des centaines d'années. Donc, vous comprenez que là, vous avez puis il y a beaucoup d'intellectuels aussi d'origine arabe, évidemment. Donc, comme je vous dis, l'exemple des cours d'école. Donc, vous imaginez en France, là, les problèmes de cohabitation. Vous avez aussi dans les banlieues des gens qui ont célébré forcément l'attentat du Hamas. Donc, vous vous retrouvez sur des plateaux de télé avec des gens d'origine de confession juive, de confession musulmane, sur les plateaux de télé, et ils doivent débattre de cette question-là. C'est extrêmement explosif. Là. Pour le vivre ensemble, comme ils disent, c'est une catastrophe, en fait. Chose qu'on n'a pas vraiment vue au Québec, de ce type de débat-là. À Montréal, quand même, hier... Ouais. Il y avait encore une manif à Montréal hier. Ben, pas juste des manifs, il y a des altercations. J'ai vu une vidéo sur Instagram où c'est manifestement une femme juive qui invective une femme qui a un drapeau du Hamas sur son véhicule et qui lui dit en anglais, attendez bien, je vous souhaite de vous faire violer devant vos enfants. Donc, ça dérape. Hein? Ça dérape pas mal, mais vous voyez, de part et d'autre là aussi. Oui, carrément. Mais vous comprenez, c'est chaud. Là. Donc, on est à Montréal. Il y a des Juifs, évidemment, aussi à Montréal, qui croisent des gens qui ont des drapeaux du Hamas sur leur char. Donc, c'est pas non plus, quand on dit c'est loin de nous, non, c'est pas si loin de nous. Là. C'est-à-dire, c'est à Westmount, c'est à Outremont, c'est plutôt où est-ce qu'il y a beaucoup de Juifs. C'est à Montréal en général. C'est à Québec. On s'entend-tu que c'est baveux là, d'aller se promener avec un drapeau du Hamas dans ces coins-là de la ville? Et oui, la madame, film, la madame qui s'est faite prendre à son propre jeu. Là. Mais oui, ça, pour moi, c'est un manque de jugement assez flagrant. C'est pas comme un drapeau du Canadien durant une série. Là. Non, c'est ça. Mais il y a quelque chose de, personnellement, puis je ne sais pas si tu en es venu à cette conclusion-là ou cette réflexion-là aussi, mais moi, ce qui me sidère le plus, là, je vais être franc avec vous autres, ça me saute aux yeux, c'est l'incohérence totale de ces gens-là de gauche et d'extrême gauche qui, par exemple, prônent un progressisme pour lequel tu pourrais te faire liquider dans les 5 premières minutes si tu mettais les pieds dans n'importe quel pays à peu près arabo-musulman. Je veux dire, en Palestine, tu peux pas être queer puis transgenre puis tout ce que vous voulez. C'est impossible. Votre vie s'arrête demain matin. Première chose. Mais surtout, la pire de toutes, c'est que ça fait des années que ces gens-là sont à la chasse à l'extrême droite. Ils publient des patentes. Tout le monde est Mathieu Bock-Côté d'extrême droite. Nous autres aussi. Selon eux, voient des nazis littéralement partout. Ils sont à la chasse aux gens qui ont de l'extrême droite. Mais tout ça, finalement, n'est que du pur symbolisme pour s'attaquer à leurs ennemis, puisque finalement, quand il y a des gens de communauté juive qui se font liquider de manière barbare, si tu es quelqu'un qui chasse l'extrême droite et qui voit des nazis partout, normalement, tu devrais être dans la pure solidarité avec ces gens-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu débarques dans la rue et tu essaies de minimiser ça en disant non, mais on n'est pas, on supporte pas la Hamas, mais il faut comprendre. Puis les Israël sont pas. Tu sais, je ne comprends pas cette posture-là. Je ne comprends pas comment tu peux faire la chasse aux fascistes, la chasse à l'extrême droite, puis penser qu'Israël devrait quasiment disparaître. Pour moi, il y a un délire là-dedans, idéologique. J'en parle beaucoup tu parles de nazis. Tu as un livre très intéressant que j'ai lu une couple d'années, Djihad et haine des Juifs. Et ici, vous pouvez voir l'ancien moufti de Jérusalem avec Adolf Hitler. Donc, il y a un lien aussi entre le nazisme et l'islamisme. Il y a des accointances très claires. Évidemment,
Le point de convergence, c'est l'antisémitisme. Donc, djihad et haine des Juifs, le lien troublant entre islamisme et nazisme à la racine du terrorisme international, un livre de Matthias Kunzel, dans lequel, c'est ça, il explique toutes les ramifications entre l'islamisme et le nazisme. On sait que dans le monde arabe, Mein Kampf est un des best-sellers chaque année. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, là, encore là, vous voyez des nazis partout, même pas capable d'en arrêter un qui est au Parlement. Mais quand c'est le temps, en tout cas, bref, c'est ça, on voit des nazis partout, mais disons pas aux bonnes places. T'sais. Mais ils sont à l'aise. Je comprends pas comment. Ça me dépasse, honnêtement. Je regarde ça puis je me dis, c'est comme s'il y a une distorsion cognitive là-dedans. Comment tu peux coller au basket de quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté puis le traiter d'extrême droite, puis le lendemain, tu es dans la rue avec des drapeaux palestiniens la journée où il y a un attentat qui tue des centaines de Juifs? Je ne comprends. Je suis désolé, là, on est arrivé à la limite de ce que je peux accepter en termes d'incohérence. Mais c'est de la folie. C'est littéralement de la distorsion cognitive. Allez pas chercher de la... Non, puis c'est troublant de voir comment on va chercher à relativiser les événements, ce qu'on n'aurait jamais pu faire, par exemple, pour le Bataclan. Là. C'est parce que là, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont tellement perdu confiance en les grands médias, en leur gouvernement, qui mettent plus d'énergie à relever les incohérences dans les déclarations officielles qu'à s'indigner de ces tragédies-là. Les gens ne font plus confiance aux médias, donc tout serait propagande. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, là. Ouais, les corps, on ne les a pas vus. Les bébés, c'est pas vrai, c'est de la propagande. Bon, ça a confirmé. C'est vrai que les bébés, ça a confirmé. Ils savaient, c'était juste à côté. Pourquoi ils ont fait un festival là? Il y a une femme qui était à moitié nue dans une charrette, dans un pick-up. Alors, finalement, elle est à l'hôpital, elle est vivante. Donc, OK, donc ces gens-là, ils allaient la porter à l'hôpital. Genre, c'est en tout humanisme qui ont recueilli cette femme-là, puis qu'ils l'ont dénudée. Non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est-à-dire qu'il va-tu falloir qu'on vous envoie les cadavres par la poste pour que vous y croyiez? Mais de quoi vous avez besoin, là? Il y a un respect des familles et des victimes. Là. Les victimes du Bataclan, est-ce qu'il fallait vous envoyer, il fallait prendre des photos de tous les détails? Qu'est-ce que vous avez besoin? Il faut inspecter quoi? Là? De quelles preuves vous avez besoin pour croire en ce qui s'est passé, à ce qui s'est passé en fin de semaine? Il y a quand même en ce moment un déni, un doute systématique qui va beaucoup trop loin. C'est pas la pandémie dont on parle. Là, on parle d'un conflit religieux qui a au moins 100 ans d'origine. Ça me fait peur un peu. Là, cette crise de la déformation. Après, c'est sûr que l'armée israélienne va sûrement utiliser d'une certaine façon les événements pour justifier son action. Tout à fait. Comme les Gazaouis vont utiliser les bombardements pour justifier leur action. Te rappelles-tu de la dernière guerre qu'il n'y a eu aucune propagande, Jérôme? Non, je ne m'en rappelle pas. OK, c'est bon. Elle me sort de la tête. J'essaie de la spotter, mais ça ne me revient pas. Puis la dernière guerre aussi, qu'il n'y a pas eu de mort civile. Je ne m'en rappelle pas que c'est pas arrivé. Puis je ne suis pas en train de banaliser ça. Ouais. L'affaire, c'est qu'il y a des actes de guerre qui ont été commis. Fait que c'est quoi vos attentes? Non, puis à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de faire des genres d'équivalence morale entre des affaires qui ne se comparent pas. Moi, j'accepte qu'on critique, puis je peux le premier à le faire. Les colonies israéliennes en Cisjordanie, je pense que c'est des erreurs qui ont été commises, puis même les gens que je connais qui sont pro-Israël, ils te le disent. Oui. Que c'était malaisant ce qui s'est passé dans bien des territoires. Mais je le comprends tout ça. Mais vous ne pouvez pas mettre sur un pied d'égalité, par exemple, un avion qui passe puis qui en lançant une roquette, ça fait tomber un bâtiment public et promener des gens dans des brouettes ou en profanant des morts. Je ne sais pas si vous comprenez que c'est comme si tu dis à quelqu'un, ben écoute, vu que tu m'as volé quelque chose ou que tu as déjà tabassé ma soeur, ben, je suis allé au cimetière, j'ai déterré ta mère, j'ai profané le cadre. Vous comprenez qu'il y a des trucs qui ne se font pas, même d'un point de vue humain, qui sont condamnés par les puis quel gouvernement au monde sacrifie sa propre population? Quel gouvernement fait ça?
Parce que l'autorité qui gouverne Gaza, c'est le Hamas. Ils ont sacrifié leur propre population volontairement. Là. Non, Tu mais sais, je veux dire, le but, c'est d'attirer, évidemment, Tsahal dans la bande de Gaza. C'est pas la première fois que l'armée israélienne va tenter une incursion terrestre à Gaza. En 2006, 2014 aussi, je pense. Ouais. c'est arrivé. C'était pas un succès tout à fait. Évidemment, c'est une guerre asymétrique, une guerre de guérilla du côté palestinien, donc c'est toujours très compliqué. Il ne faut pas non plus mythifier le pouvoir des Juifs. Hein. Il est comme une sorte de notre bagage, l'imaginaire, tu sais, nous pousse à avoir une vision du Juif qui est comme une sorte de machine, de surhomme. Tu sais, c'est une espèce de vision héritée de l'antisémitisme. Ça se peut très bien, l'affaire de sécurité. C'est-à-dire, ça se peut, les soldats israéliens, c'est des gars qui, à un moment donné, peuvent virer une brosse, se réveiller un peu amochés. Ouais, tu fais référence aux gens qui disent ils savaient, ils ont laissé faire pour justifier une attaque. C'est ça. Il n'y a aucun système infaillible. Les Juifs sont militairement supérieurs. Il y a des postes de police chinois au Canada, puis ils s'en étaient pas aperçus. Là, mais il ne faut pas penser que les services de renseignement sont infaillibles. On est dans le mythe, là, le Juif qui contrôle toutes les ficelles, encore une fois. Là, ça ne marche pas comme ça. Là, les gars. L'incompétence gouvernementale est généralisée dans le gouvernement israélien aussi. Là. Tu sais, c'est. Donc, en tout cas, bref, c'est sûr, ça ne sera pas très chic, ce à quoi on va assister dans les prochains jours, semaines. Comme je le répète, nous, on a une incompréhension de la détermination avec laquelle ils agissent des deux côtés. On n'est pas capable de comprendre ça parce qu'on baigne dans un autre environnement, celui des micro-agressions. Déjà, juste nous, on n'est pas capable de supporter les images. Non, mais c'est parce que c'est pas toi qui es là. Il y a du monde qui... ici... il y a du monde qui est intolérant au parc à chiens. C'est parce qu'il y a du monde qui vivent avec des roquettes sur la tête. Là. M'amener, ça va, là. Non, c'est ça. À côté de ça, le bruit du REM, c'est un peu... on s'entend que... c'est ça. Même le bruit du tramway, désolé, moi, c'est quand le PCQ a sorti cet argument-là. Écoutez, là, le tramway faire du bruit, on entend une mouche voler ici quand même bien quand il y aurait des rails qui... Ah ouais, tu as raison, là. Pour moi, c'était pas un argument. L'argument du safe space urbain n'était pas pour moi un argument du côté du tramway. L'argument, c'est que ça va coûter 50 milliards de trop. Là. Mais je pense que c'était plutôt 6. Là, mais enfin, bref, vous comprenez qu'on vit dans un environnement tellement aseptisé qu'on n'est pas capable de se mettre à la place non seulement des Israéliens, mais aussi des Palestiniens, même malgré le discours plutôt complaisant qu'on a dans les grands médias envers l'islamisme. Non, absolument. Écoute, avant de se laisser, je te laisse quelques instants pour l'actualité de Libre Média. Si vous avez des choses qui s'en viennent, que tu invites les gens à surveiller et aussi, c'est toujours rappeler où les gens peuvent vous suivre, comment ils peuvent vous rejoindre si on a de l'information à vous transmettre. Donc, je te laisse le mot de la fin à cet effet. Oui, bien, dans un autre registre aujourd'hui, on diffuse dans mon entrevue avec Didier Raoult, évidemment le chercheur très connu. On a tourné ça vendredi dernier. C'est sur notre chaîne YouTube, ça vaut la peine. Est-ce que, comme Martineau, il y a quelqu'un qui parle dans ton oreille? Non. OK. Oui, j'ai entendu ça, c'est amusant. Sinon, on a plusieurs articles, forcément, sur ce qui s'est passé en fin de semaine en Israël. Des articles qui bien équilibrés et qui sortent un peu des sentiers battus puis de ce qu'on peut entendre ici. Ben, c'est les attentes que les gens commencent à avoir avec les médias. Là. Je veux dire, si vous feriez exactement des textes à la radio canadienne, vous n'auriez pas d'abonnés, je pense. Non, exactement. Puis j'ai fait une entrevue quand même avec un spécialiste du Moyen-Orient, Alexandre Aoun, qui est très bien équilibré aussi, qui est sur YouTube, qui est disponible. Là, on a vraiment le contexte, les détails des opérations, etc. Donc, si vous voulez quelque chose d'assez costaud, je vous le conseille aussi. Donc, sinon, ben, c'est ça. Depuis samedi, je dois vous avouer, ça a beaucoup été Israël. On a un article aussi quand même avec le président du Congrès, du porte-parole du parti présidentiel au Congrès. Donc, une grosse pointure là, qui nous explique que le président du Guatemala est accusé, enfin, on souhaite sa démission, alors que c'est un type qui combat la corruption systémique là-bas. Donc, on a des grosses pointures assez régulièrement, non seulement en Europe, mais en Amérique latine. C'est intéressant. Donc, Libre Média poursuit sa lancée un peu internationale dans les prochains jours. Là.
Parfait. On invite les gens à te suivre. Je te laisse le mot de la fin, Yann. Salut, messieurs. Bonne semaine. On se revoit dans 2 semaines avec Jérôme. Un grand plaisir, comme d'habitude.